un petit peu avant le déconfinement, on a recommencé à convoquer ces enfants-là afin de les dépister très rapidement. On va commencer comme à notre habitude par un médecin et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Sophie Larare, pédiatre, voilà, qui est aussi spécialiste en pneumologie infectieuse. On est ravis de lui parler tout simplement. Alors apparemment, ce n'est pas tout à fait sa spécialité, mais elle va nous en dire plus. Je crois qu'elle est en ligne. Donc elle est pédiatre, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Cathy, comment allez-vous? Eh ben, on est ravis de vous avoir. Alors par contre, il faut peut-être éteindre la radio chez vous ou l'ordinateur parce que pas de radio. On s'entend en écho. Il y a peut-être j'ai pas de radio. Bon, bah alors on va ou le téléphone, je ne sais pas. J'ai pas non plus. Bon, bah alors on va essayer. Il faut baisser peut-être un petit peu le son de l'ordinateur. Peut-être. Voilà, et comme ça sera mieux. Pour vous? Oui, je pense que c'est mieux. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que vous avez exercé votre métier pendant la crise du coronavirus. Absolument. Alors, on parle de plus en plus des enfants aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé pendant cette crise? Alors, concrètement, comment on a travaillé au sein... D'abord, moi, j'ai 2 activités. Je travaille à la fois en copatroline dans un centre de santé de l'enfant et à la fois, j'ai mes consultations de pédiatrie pour les patients français où je fais du suivi global, où je vois des urgences parfois à domicile. Très rapidement, j'ai arrêté cette 2e activité. Je l'ai suspendue totalement jusqu'au déconfinement. Plus dans l'objectif, dans l'intention, je voulais pas être vecteur de transmission du virus. Et de passer de foyer en foyer, j'estimais que c'était pas très raisonnable et qu'on avait un service public, en tout cas un service de copatroline qui était fait à cet effet. On avait des conditions de prise en charge qui étaient beaucoup plus sécures puisqu'on pouvait les voir dans une chambre d'isolement, on pouvait se protéger comme il fallait, ce qu'on ne peut pas faire quand on fait parfois des domiciles, en général les domiciles. De la même manière, au cabinet, quand je faisais mes suivis de bébés ou d'enfants, j'ai suspendu, parce que comme on a tout suspendu dans le pays, dans les différents pays sur les prises en charge des médicales, on a suspendu tout ce qui n'était pas urgent. Voilà. Donc ça, c'était pour l'activité, on va dire, secondaire. L'activité en copatroline, elle s'est très vite, on a été très, très réactifs, puisque, comme je vous disais, on a organisé une chambre d'isolement. On tournait, c'est-à-dire qu'il y avait un pédiatre qui était affecté aux enfants qui avaient de la fièvre, ou qui présentaient des symptômes, et à ce moment-là, il se protégeait avec blouse, surblouse, masque, etc., visière. Et puis on limitait les gens, c'est-à-dire qu'on n'autorisait qu'un seul parent. Enfin, on était assez strict, hein, faut dire ce qui est. Et ce qui nous a permis nous de travailler dans toute sérénité et de pas là encore l'idée c'était de prévenir une transmission du virus au sein de la copatroline, qui est quand même un lieu où viennent se faire examiner les patients. Alors aujourd'hui, vous avez... En pédiatrie, c'était très 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 calme, comme vous le savez, les enfants ont été épargnés d'une certaine manière par le virus, si on peut dire ça. C'est vrai que c'était une période exceptionnellement calme par rapport à notre activité habituelle, encore plus quand a été décrété le confinement, puisque les enfants n'interagissaient pas dans les gamines, dans les écoles, donc ils ne se repassaient pas leur virus et toutes leurs petites infections. Alors maintenant que l'école a repris, que les maternelles ont repris, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez plus de patients? Est-ce que vous avez des craintes des parents? Écoutez, dans le milieu, franchement, il y a une dichotomie certaine entre mes patients israéliens et mes patients français. Je pense que le fait d'être en contact permanent avec les informations françaises, avec la situation en France, génère dans la population francophone une angoisse majeure et qui va se traduire, si vous voulez, par des parents qui refusent de remettre leurs enfants à l'école. Donc ça, c'est franchement, j'en vois beaucoup. Et quelles que soient les explications et les tentatives de réassurance, si vous voulez,
Je pense que c'est au-delà. Il y a une angoisse certaine. Elle est parfaitement légitime quand il y a eu des cas familiaux. Au contraire, chez les Israéliens, ça n'a posé aucun problème. Franchement, je n'ai aucun problème avec les parents israéliens qui ont remis leurs enfants très rapidement à l'école et qui n'ont pas de crainte particulière. Alors, à la question, est-ce qu'on a repris de l'activité depuis effectivement que les GAN et les écoles ont ouvert? Forcément. On voit se présenter plus d'enfants avec de la fièvre et des symptômes courants de toutes les petites pathologies de l'enfance, ce qui ne nous inquiète pas. On reste quand même très vigilant. C'est un peu compliqué quand même c'est un peu compliqué quand même parce que les parents qui voient leurs enfants avec de la fièvre ne paniquent pas, même si c'est une petite pathologie bénigne. Sincèrement, non. D'accord. En revanche, on reste vigilant. D'abord, je pense que la gestion et la crise du Covid en Israël n'a pas été vécue de la même façon par les Israéliens et par la population francophone, encore une fois. Et nous, on est face à des parents qui sont globalement sereins par rapport à ça. Alors après, personnellement, je suis encore très vigilante, c'est-à-dire que par rapport à des enfants qui se présentent avec des symptômes, je continue à me protéger. Et puis, très, très vite, je vais demander le test Corona, non pas par crainte par rapport à l'enfant, mais pour qu'on puisse avoir une idée finalement de la situation épidémiologique du virus dans le pays. C'est-à-dire que si on ne teste pas, on ne saura pas où est-ce qu'on en est. Donc, même si la probabilité est très faible que l'enfant ait le corona, je préfère, et je ne suis pas la seule, hein, dans l'équipe dans laquelle je travaille, on a pris le parti de faire ça. On n'est pas en manque de tests. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se donner une espèce de photo actuelle de l'épidémiologie. Et pour l'instant, moi, tout ce que j'ai envoyé revenait négatif. Ok, alors on a vu justement, puisque vous parlez de la France, en tout cas des informations qui nous viennent de France et des informations qui nous viennent d'ici, elles sont absolument différentes. Pourtant, on a beaucoup entendu parler de la maladie de Kawasaki. Il y a eu certaines craintes. Est-ce que vous pensez que c'est justement un débat qui ne concerne pas Israël, mais qui est plutôt, enfin, les cas qu'on a vus sont plutôt pour la France uniquement, ou est-ce que vous aussi vous avez entendu parler de cas en Israël? Alors, il y a deux choses. Je ne trouve pas du tout que la situation et l'expression du virus soient différentes d'un pays à l'autre. Et c'est ça, c'est un peu ce qui fait le caractère extraordinaire de ce virus. C'est qu'on a pu, en tout cas pour nous, c'était extrêmement enrichissant d'un point de vue professionnel. C'est qu'on a assisté à une solidarité internationale médicale. On a pu faire un partage grâce à tous ces Zooms d'informations et de connaissances. Et c'était plus qu'enrichissant. Donc j'ai pu assister et pendant de nombreuses semaines, je me suis astreinte à faire de nombreux webinars, c'est-à-dire des Zooms à la fois avec les équipes pédiatriques françaises et les équipes israéliennes ici sur le terrain. Et puis ça me permettait de confronter deux situations. En tout cas, dans le domaine de la pédiatrie, parce que je ne parle que de ce que je connais, oui, bien sûr. Je peux vous dire que c'était parfaitement similaire, avec évidemment en relatif par rapport à la population, mais en tout cas par rapport à l'expression clinique et toutes leurs conclusions, en fait, des experts pédiatriques, on arrivait aux mêmes conclusions. Et quand je parle d'expression clinique, je parle comment se manifeste le virus chez l'enfant, d'accord? Et le nombre de cas sévères. Et il y avait pas, la France n'a pas eu plus de cas sévères qu'en Israël. Ça reste des proportions très 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 faibles, encore une fois, par rapport à ce que nous avons l'habitude de voir en pédiatrie suite à d'autres pathologies infectieuses qui inquiètent certainement moins les parents, parce que c'est pas une pandémie, mais qui nous inquiètent peut-être plus, nous, pédiatres. Alors, par rapport à cette maladie de Kawasaki, en tout cas, de l'expression d'une maladie fébrile qui ressemble fortement au Kawasaki, même si ce n'en est pas un réel, comme on a l'habitude de le voir. Je m'étais déjà exprimée sur les réseaux et cette alerte a été lancée il y a à peu près un mois. Donc, on a déjà un mois de recul, ce qui n'est pas négligeable. Il s'agissait d'une alerte surtout pour informer les personnels soignants et les médecins, les pédiatres, de manière à ce qu'on soit plus vigilants et alerte
par rapport aux enfants qui présentent une fièvre prolongée. C'est-à-dire que ce sont des enfants qu'on va très vite adresser aux urgences si on estime qu'ils présentent les symptômes. D'accord ? Pour autant, nous ne sommes pas partis, que ce soit en Israël ou en France, dans une panique générale des équipes pédiatriques, loin de là. Ça reste, et encore un mois après l'alerte, des cas limités. Certainement, on va retrouver très certainement un lien, ça n'a pas été démontré, mais en tout cas, on a l'impression que par rapport à toutes les descriptions qu'on a actuellement dans la littérature, que ce soit en Italie et dans les différents pays, on a clairement l'impression qu'il y a un lien avec le Covid. Mais par rapport à ça, j'aimerais faire référence à une étude qui était sortie dans une revue très connue, très importante en pédiatrie qui s'appelle Pediatrics, qui date de 2015 et qui reportait, en fait, référençait toutes les causes virales de maladie Kawasaki. Et parmi les premières causes, on voyait un certain nombre de coronavirus. Alors certes, c'était pas le Covid-19, mais c'était d'autres coronavirus que les enfants contractent et dont les parents ne savent pas qu'ils ont un certain type de corona, mais qui étaient à l'origine également de cette maladie de Kawasaki plus tard, tout comme d'autres virus, des rhinovirus, des grippes, etc. Voilà. Donc là où je veux en venir, c'est que très probablement, il y a un lien parce qu'il y a eu une forte charge virale dans les différents pays. Donc, on va assister à plus de cas. Pour autant, un mois après l'alerte, les cas de Kawa ou de Kawa-like restent encore d'évolution favorable, c'est-à-dire que les enfants sont hospitalisés quelques jours, ressortent. C'est pas une partie de plaisir, je vous l'accorde, mais ce n'est pas quelque chose de gravissime du tout, du tout, du tout. Hier, je réinterrogeais mes collègues israéliens qui travaillent dans les hôpitaux, dans les urgences, et je leur ai demandé s'ils assistaient là actuellement à plus de patients qui se présentent ou qui ont été transférés pour des suspicions. Et ils m'ont répondu à l'unanimité par la négative en me disant franchement, ça n'est absolument pas un problème actuellement. Voilà. Et j'ai les mêmes retours de mes collègues, de mes confrères, de mes consoeurs de Necker qui travaillent actuellement aussi aux urgences. Pour l'instant, ça reste encore des cas limités, certes plus qu'habituellement, mais on est encore sur du limité. Alors, vous êtes proche de l'hôpital pédiatrique Schneider. Vous êtes en lien avec eux. Est-ce qu'il y a J'étais. Non, vous n'êtes plus en même temps plus proche de Ichilov. Alors, justement, est-ce que dans ces institutions, Ichilov ou Schneider, est-ce qu'il y a aujourd'hui, avec la reprise des écoles, en tout cas des enfants, la reprise de la scolarisation des enfants, est-ce qu'il y a des mesures particulières ? Est-ce que on continue à faire très attention ? Comment ça se passe ? Au sein des hôpitaux, oui, vous voulez dire ? Oui. Ils ont levé beaucoup de précautions, comme nous on lève. Okay. Au sein des hôpitaux, ils ont levé beaucoup de précautions. Ils étaient, au moment du coronavirus, extrêmement protégés. Ils travaillaient en équipe de 12 heures. Et là, ils sont revenus à des roulements parfaitement normaux. Disons que, sincèrement, et ce sont les recommandations du Misrad Abriout et les recommandations du gouvernement, c'est de revenir à une certaine routine. Nous, en Coupa, ce que je peux dire, c'est qu'on a quand même changer notre façon de travailler, c'est-à-dire qu'on a gardé une certaine part de télémédecine de manière à limiter des venues inutiles à la Coupa. Mais quand c'est nécessaire, il faut venir. Et je dirais, si je peux rajouter encore quelques mots, c'est que vraiment le sentiment que j'ai pu avoir et que j'ai actuellement en matière de pédiatrie, c'est que l'inquiétude de nous autres pédiatres, que ce soit en France ou en Israël, sur toutes les conférences auxquelles j'ai pu assister, il s'agit vraiment plus de la crainte des effets collatéraux du confinement sur la santé des enfants. Et j'insiste là-dessus. Ce sont des choses qui ont une importance certaine. Lorsque les vaccinations ont été différées, on a vu plus de cas de coqueluche chez les tout-petits hospitalisés, plus d'infections bactériennes sévères chez des petits, pneumocoques, etc. Des choses qui peuvent être extrêmement graves et bien plus graves
que le Covid ou que le Kawa. Donc il faut informer les parents et leur dire et leur conseiller de reprendre en tout cas une visite de contrôle pour être sûr qu'il n'y a pas de maladie annexe qui n'a rien à voir avec le Covid-19 et qui pourrait être dangereuse. Oui, absolument. Et puis comme vous le savez, chez l'enfant, on a un suivi. C'est pas, j'aime bien dire que ce sont pas des mini-adultes, c'est-à-dire que les enfants, il y a une certaine cinétique et il faut les suivre. Donc par exemple, j'ai trouvé, c'était extrêmement dur cette période-là pour les mamans qui accouchaient, surtout quand c'était des premiers. Elles se retrouvaient seules, sans avis médical, sans soutien. C'était extrêmement difficile. Après la naissance, on a une visite systématique du nouveau-né qui est extrêmement importante, qui nous permet à nous de faire un dépistage déjà global sur des pathologies congénitales qui pourraient être là et qu'on n'a pas pu faire à cette période-là. Donc dès que on a commencé, même un petit peu avant le déconfinement, on a recommencé à convoquer ces enfants-là afin de les dépister très rapidement. De la même façon ils doivent par exemple faire des échographies des hanches. Et tout ça, ce sont des examens qui doivent être faits relativement précocement pour pouvoir dépister au plus vite et prendre en charge au plus vite. C'est comme dans toutes les pathologies. Plus vous prenez précocement ou rapidement en charge, plus vous faites un diagnostic précoce et la prise en charge sera précoce, meilleur sera votre pronostic. Donc, c'est vraiment sur ces items-là qu'il faut mettre l'accent actuellement et pas du tout, à mon sens, sur les craintes liées. Pour nous autres pédiatres, c'est un faux débat actuellement. Ok, bien écoutez, Sophie Larard, merci beaucoup d'être intervenue sur notre antenne ce matin. Si on a envie d'avoir une consultation avec vous, de vous joindre ou de parler avec vous tout simplement, si une maman justement a un petit qu'elle voudrait vous faire examiner, on fait comment? On vous trouve sur Facebook? Oui, on me retrouve sur Facebook, je crois, sur Dr Sophie Larard pédiatre. Enfin bref, il y a mes coordonnées, il y a le WhatsApp, et puis voilà. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Merci pour vos éclaircissements et à bientôt. À bientôt, Cathy. Au revoir. Au revoir.